après ce concert, on vous propose un entretien avec Kelsey, ici présente. Un petit intermède pour en apprendre un peu plus sur le livre qui est à l'honneur ce soir, Search for Weird. Publication de Krusty Whitfield à propos de V-Veil chez Next Revel, maison d'édition légendaire d'Angoulême que nous connaissons tous. Donc, Krusty Whitfield, Kelsey Westphal pour l'état civil officiel. En plus d'être mon amie, est aussi une collaboratrice artistique avec laquelle on a fait pas mal de choses que vous avez découvertes si vous êtes passé dans le passage de l'exposition. Donc je suis très heureuse de cette conjonction aujourd'hui d'avoir Kelsey Angoulême, d'avoir été invitée aussi par Next Revel pour cette exposition qui retrace aussi les lignes croisées de cette amitié, de ce croisement avec Next Revel qui s'est passé plusieurs fois et encore ce soir. Donc je suis contente de t'interviewer ce soir. Je suis contente d'être interviewée par toi, Samy. Merci, Rami. Donc Kelsey, tu reviens à Angoulême une fois encore. Ville maudite, très attractive. C'est là qu'on s'est... Oui, vas-y. J'ai entendu que c'est le nouveau Berlin. J'ai lu sur les stickers. Tout se sait. C'est à Angoulême qu'on s'est rencontrés. On a étudié ici à l'ESI toutes les deux, l'école d'art. À l'époque, il y avait encore le master bande dessinée. Toi, tu avais fait ton mémoire sur la bande dessinée underground. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, tu avais déjà commencé en fait, à travailler sur V-Veil. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter un petit peu V-Veil et nous dire qui il est? Qui est ce personnage? C'est difficile à résumer parce qu'il a vécu 8 décennies. C'est ça. Il a 81 ans. Et en général, c'est un éditeur contre-culturel, mais qui a traversé le mouvement hippie à San Francisco, jusqu'au mouvement punk, jusqu'au l'industriel, et il a continué à suivre tous les fils de la contre-culture, tout ce qui sort de la norme et qui essaye d'interpréter le monde autrement que les médias conventionnels. Et ils sont passés... Ces trucs, je sais pas si je peux résumer toute sa vie, mais en gros, c'est un éditeur contre-culturel qui a eu une vie très intéressante, très unique, et c'est devenu mon ami au fil des ans. Il s'habille tout le temps en noir, et il a lancé le projet Research, refaire la recherche, qui est une série d'interviews qu'il a commencé, je sais pas, dans quelle période? Research, c'est fondé en 99. Non, quoique, non, 80. Juste après que son fanzine punk Search and Destroy, c'est fini. Il a fait 11 numéros et après il a dit en fait le punk est mort, je vais faire des quaaludes, je vais prendre de la drogue un peu pendant 6 mois, et après c'est fini. C'est la seule fois qu'il a pris de la drogue. Parce que Veil a eu une vie très pure, ou beaucoup plus pure peut-être que non. Bah, il a grandi avec une mère adventiste de 7e jour qui interdit un peu tout ce qui est nuisible à la santé, la drogue, fumer, boire du café, même manger de la viande. Ils sont très végétariens, ils ont un peu inventé avant beaucoup d'autres... Ils ont fait de la viande l'imitation, genre dans les années 50, avant que ce soit un peu à la mode. Donc il était très pur, mais en même temps, il était attiré par la rébellion, genre il se rébellait en allant dans les villes à côté, il mangeait des burgers, ou il regardait des films, et donc il s'entourait il était dans un milieu pur, mais il était toujours curieux des choses impures. Dans une sorte de feuille que je pense que vous pouvez trouver à l'extérieur sur le stand de fanzine, il décrit ses objectifs de vie, avec notamment les principes de créativité à viser, l'autonomie, il faut avoir le contrôle à 100%, n'écoute pas les conseils des autres, essaye d'éviter d'être trop relié à l'argent. Dans l'auto-édition, il dit
à chercher les collaborations avec les complémentarités, avec les gens les plus honnêtes, les plus drôles, les plus rebelles que tu puisses trouver. L'humour noir. Développe tous tes talents, crée le plus possible et avec le plus de médiums possible. Bosse tout le temps, ne te laisse pas aller. Pas de séparation entre la vie et l'art. Le plus d'humour possible. Est-ce que Veil parle de passion? Est-ce qu'il parle de passion? Pas de passion sexuelle, mais je dirais, oui, il se passionne pour des livres, pour des idées, pour des rencontres avec des gens. C'est ça que tu dis? Quand il parle d'amour, parce que moi quand j'ai lu cette phrase, le plus d'humour possible, en fait j'ai mal lu, j'ai cru qu'il disait le plus d'amour possible, ce qui m'étonnait parce que quand j'avais moi aussi rencontré Veil à un moment où je suis venue voir Kelsey en Californie, au moment où on a fait ensemble ce fanzine Future Winds Since in the Wind, qui est un reportage sur la scène DIY de la baie de San Francisco, à ce moment-là tu m'as fait rencontrer Veil. Et en fait, il a un côté hyper strict. Et je me disais, quelle est sa vision de l'amour? Parce que j'ai l'impression que pour lui, entre la relation d'amitié et la relation d'amour, finalement c'est un petit peu la même chose. Ce qui compte, c'est que cette relation, elle produise de la collaboration. Oui. Je crois qu'il a besoin... C'est quelqu'un qui... Peut-être vous avez vu ou lu la BD là-bas, qui dit qu'il déteste le mot, l'amour. Genre, il ne dit jamais, et c'est vrai, il ne dit jamais « je t'aime » à sa femme. Mais ça se voit et ça se sent qu'il l'adore, qu'il est obsédé par elle. Et ils disent « ah, c'est ma maid Marian, genre, elle est trop géniale. » Et genre, il ne pourrait pas survivre sans elle. Mais je crois qu'il se méfie des mots quand il n'y a pas d'action. Et je crois que pour lui, l'amour se manifeste à travers des projets que tu peux voir, que vous passez du temps ensemble, que vous écrivez quelque chose, ou vous produisez quelque chose ensemble. Et je crois que peut-être que ça vient du fait que quand il était jeune, il a vécu dans des familles d'accueil parce que... Désolée, je ne respire pas. Parce qu'il est d'origine japonaise. Et en 82, les personnes d'origine japonaise, ils étaient mis dans des camps de concentration, plus ou moins, à cause de la guerre, et l'État américain est stupide et raciste, et ils ont cru que tout le monde qui était japonais était des sortes de terroristes. Et du coup, sa mère a fait une sorte de crise, et elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Et il n'a jamais vraiment eu de relation avec elle. Et je crois que, je sais pas, il avait du mal à ressentir l'amour qui était de sorte où on se... Je sais pas, il a dû un peu s'occuper d'elle et elle lui donnait pas... Je crois qu'elle lui disait pas « je t'aime », elle pouvait pas, elle avait pas des moyens de dire ça. Donc je crois que les liens qui se font à travers les actions, c'est ça qui compte pour lui et qui montre l'amour. Pas juste les titres ou des rôles un peu sociaux comme ça. Aimer suffit pas, il faut le faire. Alors Veil a interviewé beaucoup de membres de la scène punk. Et dans Search for Weird, il explique notamment ses techniques d'entretien. Il dit que pour qu'un entretien se déroule bien, il faut que l'autre soit le plus relax possible. Et que ce n'est que comme ça qu'il va parler ou effluver, se transformer en fleuve de paroles. Et qu'il faut faire tout son possible pour l'orienter sur autre chose que les sujets évidents et chercher un endroit où la personne n'est pas allée. Toi, quand tu as fait tes entretiens avec Veil pour... j'espère que vous l'avez feuilleté, ce super livre. Comment est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu l'as enregistré ? Comment est-ce que tu as transcrit ? Qu'est-ce qui a été le plus agréable et le plus compliqué ? Normalement, le processus, c'est que je vais chez lui, on mange des lentilles sur sa table à manger, et je clique sur mon enregistrement, mon truc, et je l'enregistre.
Et en même temps, je prends des notes, ou je dessine et je prends des notes en même temps. Et ça passe assez bien. Mais le plus marrant et le moment où je trouve qu'il a des réponses les meilleures, c'est quand on marche ensemble dans la ville. Et c'est comme ça, je peux pas prendre des notes, mais quand on passe dans les rues où il a vécu, il se souvient des choses dont il ne se souvenait pas. Quand on est juste chez lui, entouré par ses objets, ou on était en résidence, donc on vivait dans des petites baraques pas loin de San Francisco, et quand on était là, il n'avait pas de repère normal, et je trouvais qu'il se souvenait d'autres choses qui étaient plus intéressantes et qui sortaient un peu des paroles normales qu'il a préparées pour d'autres interviews. Et oui, je crois que le plus difficile, c'est quand je sens qu'il a déjà dit, genre qu'il a une sorte de parole préparée qui me sort, et après ça m'énerve, et après je sais pas, je perds de patience. Il dit, bien sûr, tu tombes sur des gens qui ont fait tellement d'interviews qui donnent les mêmes réponses à tout le monde. Donc, ironique. Un peu pas. Quand Veil a découvert le mouvement punk, il a compris qu'il fallait le documenter. Et il dit qu'il a appris ça de ce qui avait été fait, en fait, de la littérature hippie. Il dit la littérature sur le mouvement hippie était tellement nulle, tellement mal documentée, je ne pouvais pas laisser le destin faire la même chose à ce mouvement-là, au mouvement punk. Donc, documenter l'effervescence du punk pendant que ça se passait, parce qu'il savait que ça allait disparaître. Et je me rappelle de ce moment, du coup, en 2019, quand je suis venue te voir en Californie et qu'on a fait ce reportage sur différentes structures, des petits éditeurs indépendants, des artistes, enfin différents endroits de la baie de San Francisco. Quelques mois plus tard, il y a eu le Covid, et il me semble que 6 mois après, quand on s'est parlé, tu m'as dit mais presque la moitié des lieux qu'on a visités ont déjà disparu. Et c'est vrai qu'en fait, cet endroit où tu vis, il y a un tel contraste en fait entre la Silicon Valley et les mouvements autonomes, DIY, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet écosystème alternatif californien que tu connais un peu mieux que nous? Oui. Alors, je crois que quand tu es venu, il y avait pas mal de concerts dans les maisons. Donc c'est des concerts où tu payes $5, il y a quelqu'un qui habite là qui te donne un petit pot pour mettre tes sous. Il y avait The Hole, je crois que tu es allé, où ils vendaient des petits joints à $5 dans le sous-sol. C'était vraiment chouette. Ça, c'est fermé. Mais du coup, les endroits peuvent fermer à cause des loyers qui augmentent, qui font que des gens doivent partir. Ça peut être des voisins qui se plaignent, ça peut être que c'est trop fatigant d'entretenir un endroit sans vraiment gagner de sous, où des gens salissent ta moquette et je sais pas, tu deviens chaque endroit qui est un peu comme ça, quand les gens s'amusent beaucoup, que ça se voit que ça se passe bien, il y a tout le monde qui demande de faire des concerts là-bas et ça devient un peu trop, donc il y a des gens qui arrêtent de faire ça, ou ils le font très peu. Et oui, c'est un peu, t'es toujours en train d'esquiver les forces de l'ordre qui veulent que tout soit des sortes de maisons Ikea ou des boîtes de start-up. Et ça a toujours un peu été comme ça, même quand Veil a vécu le mouvement punk, c'est très peu de lieux ont duré longtemps. Par contre, Mabuhay Gardens, l'endroit phare du punk, ça vient de rouvrir. C'est la gloire. Donc ça, c'est bien. Donc il y a des choses qui meurent, qui renaissent, mais il faut juste avoir l'énergie pour les trouver. Il faut... Ouais, on sort quand des gens font des événements dans des endroits pas officiels, sur les flyers, ils disent envoie-nous un message pour l'adresse. Genre, il faut pas trop montrer où c'est, parce que sinon il y a la police qui va venir ou... Désolée. J'ai trop d'idées mais pas assez de mots. Oui, je crois que après que tu es venu, ou avant que tu es venu, en 2016, il y avait un incendie dans
une salle de concert où il y avait 36 personnes, parmi 2 que je connaissais, qui sont morts. Et c'était vraiment une grosse tragédie. Et après ça, il y avait vraiment beaucoup d'attention sur des lieux DIY, donc encore plus de pression qu'il n'y a pas ce genre de choses, que ça se passe dans les bars. Et ça a fait un peu que beaucoup d'endroits ont fermé. Et on a fait plus de trucs dans les bars qui est moins fun et ça coûte plus cher. Et c'est plus pour le profit au lieu de pour la musique, pour la culture, pour se rencontrer et faire des trucs bizarres. Ok. J'ai une autre question qui est plus ou moins en lien avec ça. C'est, tu travailles pour ABO Comics. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et nous présenter un peu ABO Comics, qui est un projet de bande dessinée. Enfin, je vais se présenter, tu le feras mieux que moi, je pense. Oui, ils sont dans Future Ruins et c'est un collectif qui publie des bandes dessinées faites exclusivement par des personnes incarcérées, queer, LGBT, tous les artistes sont dans cette catégorie-là, si on peut dire ça. Et ils publient des fanzines par eux, ils publient des BD, mais aussi ils leur fournissent de la thune, ils les aident avec leur procès avec les prisons, ils les embauchent parfois quand ils sortent de prison. Et en fait, moi, je fais juste le newsletter qu'ils envoient aux artistes. Mais c'est vraiment chouette, on voit que c'est essentiel pour certains, ou que ça leur donne... Il y en a qui n'ont jamais fait de BD, mais qui voient que c'est un moyen de s'exprimer, où tu n'as pas besoin d'avoir des grosses skills de dessin, c'est juste si tu as une histoire à raconter, tu peux utiliser le dessin et l'écriture, et tu peux avoir des liens hors des murs du prison, et ça les aide à se sentir entendus et plus libres que s'ils étaient tout seuls. Je me rappelle qu'au moment de Noël, on pouvait envoyer, enfin, ils cherchaient des personnes pour envoyer des cartes pour les personnes qui sont en prison. Moi, j'avais envoyé une carte et j'avais commencé une correspondance avec une personne, c'était hyper bien. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, même si les timbres sont chers à travers l'océan, ça peut être quelque chose d'intéressant à guetter. L'été dernier, toi et moi, on était au Mills. Je ne sais pas si vous connaissez cette résidence artistique qui est entre Orléans, Bourges et par là, et qui est un très bel endroit. Et pendant les 2 semaines de la résidence, on est devenus un peu les sortes de scribes du village. On allait voir toutes les personnes qu'on rencontrait en leur disant « Mais est-ce que vous connaissez une personne à qui vous aviez envie d'écrire une carte postale et vous ne l'avez jamais envoyée ? Allez, vous pouvez en trouver une. Et si vous voulez, on peut écrire cette carte postale pour vous et la dessiner en bande dessinée et on l'enverra. » Moi, j'avoue que ça fait partie des projets qui m'ont touchée dernièrement et qui me fait quelque chose. Est-ce que... quel souvenir tu gardes de ça, de ce moment ? Est-ce que je peux parler de ça ? Oui. Oui, je peux parler de ça. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Surtout parce qu'on était un peu au milieu de nulle part. On était au milieu des champs de tournesol et déjà on était un peu chez la maman. On était un peu dans une famille de Félix qui gère un peu la résidence. Donc on avait ce lien avec notre maman qui nous emmenait en voiture, rencontrer ses amis. Et je trouvais, ce qui me touchait, c'était qu'on écrivait presque que des lettres d'amour ou d'encouragement. Il y avait une recette pour pas la hongroise, mais à part ça, c'était des lettres d'amour. Donc ça se voyait que les gens, ils avaient beaucoup de messages à transmettre, mais qu'il fallait juste les pousser un petit peu, ou leur donner un moyen de parler, mais sans avoir cet effort d'envoyer des lettres. Pendant que nous, c'est je sais pas, on s'écrit tout le temps, ou je crois qu'on entretient une pratique d'écriture de lettres, mais il y a des gens qui ont où ils se disent « Ah oui, j'ai plein de cartes postales chez moi, mais je les envoie pas. » Et juste faciliter ça, déclencher une sorte de bénéficence
c'est un mot. Ça pourrait. Magnificence épistolaire, qui était très beau à voir. Et une grande responsabilité aussi, de vraiment c'est vrai. tout capter, tout illustrer sans mettre nos propres interprétations dessus. Mais je crois qu'on a assez... Il y avait des choses un peu tristes ou dures aussi, mais si vous voulez en savoir plus, il faut lire le livre qui a été spécialement réédité par Next Revel en quelques exemplaires. Merci. Donc pour les personnes intéressées. Autre question. Quand on a interviewé Veil, et vous le trouverez aussi dans le livre, en fait ça revient presque tout le temps, il parle vraiment du vestiaire punk, il parle des habits, de qui s'habille le mieux, du fait qu'il faut photographier le public pour archiver aussi les looks les plus fous, les plus bizarres de la soirée. Bon, on porte sur nous des vêtements qu'on a dessinés l'une pour l'autre à la fin de cette résidence au Mills. Mais depuis que je te connais, tu as toujours eu un carnet, tu dessinais dans ton carnet et tu as toujours aussi dessiné et peint sur tes vêtements. Et il y a un moment où tu as commencé à faire des vêtements pour les autres aussi, c'est ce projet Body by Crust. Je porte un t-shirt Body by Crust. Oui, on est petites. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et à faire ces dessins sur des vêtements pour d'autres personnes que toi? Je crois que c'était au moment du Covid, parce que j'avais commencé juste avant de faire des tatouages et ça me manquait. Et j'avais envie de faire c'était souvent des sweats, et j'avais fait des sortes de... Je remplissais les manches de dessin, donc c'était un peu comme faire des grosses... genre remplir le bras de quelqu'un. C'était un moyen de faire des tatouages éphémères pour tout le monde. Et oui, c'est parti de ça. Et c'était aussi un moyen de sortir des dessins de carnets ou de livres ou de murs et de les faire marcher dans la rue. Et on me dit que c'est des porte-bonheur. Je suis d'accord. Et ça me fait du Tout bien. à fait d'accord. Une dernière question avant de vous proposer quelque chose. Question émotive. Après 2020, on a toutes les deux perdu un parent. Et toi, tu as perdu ta mère. Et tout à l'heure, on a parlé d'amour. Pour moi, un des plus beaux gestes d'amour, je crois, c'est quand tu m'as raconté qu'avec ton frère, vous avez débarrassé toute la maison, vous vous êtes débarrassé de plein d'objets, mais vous avez scanné tous les dessins de ta mère. Et il y en avait tous les papiers, tous les dessins, toutes les 30 boîtes. écritures. 30 boîtes, des milliers et des milliers de scans. Et je trouve qu'à la fois c'est un très beau geste d'archive, et j'en parle ce soir aussi parce que ça rejoint toutes ces questions d'archives, de mémoire, de transmission de personnes qui sont peut-être pas forcément les plus célèbres mais auxquelles on tient. Et je me disais aussi, voilà, perdre un parent, c'est aussi perdre le visage et le corps de quelqu'un qu'on aime, c'est perdre la possibilité de le voir vieillir, de le voir changer et de se voir un petit peu soi-même dans le futur, de voir comment son propre visage va évoluer, se transformer. Et même si nous, on continue à porter en fait une partie du visage de nos parents en marchant dans le monde, toi, tu as aussi pris les dessins de ta mère et tu as commencé à les mettre sur ces Body by Crust. Tu as commencé à les mettre sur les t-shirts et j'ai trouvé ça un très beau geste d'amour, à la fois parce que c'était une façon de redonner une peau à la mémoire d'une personne qu'on a perdue, et peut-être parce que ça donne la chaleur d'un câlin qu'on ne peut plus jamais trouver. Et je ne sais pas si tu voulais parler justement de ce travail que tu as eu en reprenant, te rapprochant de ces dessins de ta mère que tu ne connaissais pas, qui étaient dans ces boîtes. Et je ne sais pas ce que ça va devenir, mais peut-être tu as envie de nous en dire un mot sur ces milliers de dessins. Oui, à la base, je la connaissais comme une écrivaine. Genre, la plupart des boîtes, c'était des livres qu'elle avait écrits, des journaux intimes, des choses comme ça. Et en fouillant dans ces boîtes et dans ces lieux, j'ai trouvé des gros cartons de dessins à elle, de dessins de son enfance, et je les avais jamais vus. Et ils étaient trop stylés. Genre, je pourrais jamais faire des dessins aussi cool. Et la plupart, mes préférés, c'est des dessins de quand elle était toute petite.
Et je sais pas, c'est des dessins que j'essaie de faire maintenant, qu'elle faisait quand elle avait 6-7 ans. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu les recopies. C'est-à-dire que tu recopies les dessins de ta mère. Moi j'ai essayé ça, mais je veux dire que dans mes rêves, je pourrais inventer ces dessins à elle qu'elle a fait parce qu'ils étaient tellement drôles et imaginatifs et bizarres. Et je me souviens que, je sais pas, c'est un peu triste, désolée, mais elle a dû prendre des stéroïdes à un moment pour se soigner. Et elle hallucinait un peu. Elle disait que mes dessins marchaient sur le mur, genre elle voyait mes dessins. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ses dessins à elle qui sortaient. Donc je me suis dit, oh, je sais pas, je voyais que j'avais un peu hérité ces dessins, mais sans qu'elle me les montre. Genre c'était un peu le dessin intérieur de famille, genre le dessin génétique. Et ouais. Super. Bon alors, on va essuyer vos larmes avec une proposition. Vous avez vu qu'on a devant nous une table d'archives, archives ou objets qui appartiennent à Kelsey ou alors qui sont des propositions. Et ils sont tous numérotés et j'ai dans ma main un sac qui contient aussi des numéros. Alors je vais m'approcher d'une personne et la personne qui fera un mouvement va piocher dans ce sac. Alors, qui va vouloir piocher? Je vois une main. Alors, Kelsey, est-ce que tu veux attraper le numéro 11? Numéro 11. Oh. Ah, c'est bien, on commence par ça. Quel est cet objet, Kelsey? Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Le Honey Bucket. Alors, Honey Bucket, Tiens, tu peux le c'est mettre. une marque de toilette portable que j'adore parce que le titre est complètement immonde. Et j'étais obsédée par cette marque. J'avais envie à un moment d'être sponsorisée par eux. Genre, je leur envoyais des messages. Est-ce que je peux écrire une chanson pour vous? Genre, comment je peux être impliquée dans votre truc bizarre? Et mon copain m'a acheté ça pour Noël, je crois. Et avec un t-shirt aussi, parce qu'ils ont du merch stylé. Et à un moment, on marchait dans la ville, je crois qu'ils portaient ça et un t-shirt. Et on est tombé sur une toilette de ça. Et je l'ai pris en photo, devant ça. Genre, un peu sexy devant la toilette. Et 2 jours après, je vois sur leur Instagram, ils disent, on fait une compétition de selfies. Et si vous gagnez la compétition de selfie, vous pouvez gagner 1 000 $ ou une toilette pour toi. Est-ce que tu as participé? Oui, Est-ce que tu as gagné? oui. On a gagné et c'était au moment, il y avait une période à Auckland où les voitures, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais une partie des voitures, tout le monde les volait. C'était une partie, genre, je sais pas, un morceau de voiture qui coûte très cher à remplacer. Et c'était au moment où ça a été volé, la 2e fois, donc 2 fois dans 2 semaines. Mais on a gagné ça au moment où le 2e a été volé et le prix était exactement 1 000 $. Donc c'était un peu un miracle de Honey Bucket. Un miracle de toilette. Magnifique. Allez, qui veut piocher un numéro? Qui a envie de mettre sa main dans ce sac? Allez. What's the number? let's see here. 5. Vas-y, 5. Numéro 5. Ouh, ça parle de toi, ça dit. Ah, c'est toi qui sais. C'est une écharpe que je t'ai fait qui dit « N'oubliez jamais la fête de la lune Alors, il y a une personne ici qui a été témoin de la fête de la Lune. Il s'agit de ». Est-ce que tu as des souvenirs de la fête de la lune? Est-ce que tu peux nous dire un souvenir de la fête de la Lune, Mariam? La fontaine de la place Francis Louvel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce détail historique de la ville d'Angoulême qu'on connaît mal? Et ben, nous, on était en coloc il y a 10 ans, toutes les 3. On a fait pas mal de fêtes ensemble, dont la fête de la Lune, qui était un peu notre fête un peu iconique. Et on a fait un super rituel ce soir-là, au bord de la fontaine de la place Francis. Je crois qu'on était passé à travers des
des draps, genre on se renaissait. Oui. Je sais pas, c'était stylé. C'était C'est juste que je voulais pas c'était oublier cette intense. fête. Je sais pas si on peut trop évoquer des détails, c'est peut-être ça porte malheur. Oui, il faut pas trop en parler, mais il faut pas oublier non plus. Très festif et très mystique et très beau. Personne n'oubliera la fête de la lune. Alors, qui veut pêcher un numéro? Gilles. Quel est le numéro? Le 6. Numéro 6. Ah, Très important. Ça, c'est une lettre d'un conducteur de bus qui était devenu mon meilleur ami pendant une colonie de vacances. Il s'appelle Stéphane. Est-ce que vous voulez que je le lise? Oui. Ok. Un petit coucou. C'est bientôt fini enfin des vacances. Tu vas retrouver ton petit pays rempli d'hamburgers. Par contre, tu demanderas pardon à mon petit dodo car il n'aime pas recevoir des coups de pied. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai que ça va être ennuyant de ne plus te taquiner. Comment ça va te rendre triste? Fais attention à toi. Ne te laisse pas influencer par les autres. Fais ce que tu as envie de faire. Tu es très gentille et rigolote. Quand on embête des personnes, c'est qu'on les aime, on les apprécie. Le seul petit point négatif, c'est quand tu es triste, tu ne veux rien dire. Tu as toujours des personnes ou des amis prêts à t'écouter. Ça va me faire pleurer. t'es pas obligé d'aller aussi. Non, c'est bien. J'espère que tu seras heureuse dans ta vie et que tu auras plein de bonheur. Garde ta joie et plein de souvenirs de ce séjour en Grèce. Ne sois pas triste de quitter des personnes. C'est plus joli d'avoir un sourire comme image que des larmes. Je serais quand même triste de devoir vous quitter. Je te remercie pour ces moments. Tu m'as fait énormément penser à ma fille dans tes instants de délire. En te voyant, je retrouvais un peu Coraline. Ça suffit. Et ça me remontait bien le moral. Ne regrette jamais de vivre à fond et dis toujours ce que tu penses, que ce soit gentil ou méchant. N'aie pas peur d'exprimer tes opinions. Sur ce, je te laisse. Stéphane. Il était trop cool, Stéphane. Ah oui, et je le mets dans mon agenda et j'ai écrit « Lis ça en cas de mauvaise journée ou de doute ». Donc je lis quand je suis triste. Et je crois pas en moi. Ok. Ok, merci. Bon, alors, on passe au deuxième rang. Dans le deuxième rang, qui a envie de pêcher? Alice. Numéro 12, le chiffre de l'Aveyron. Ah. Filf, un petit pins bleu sur lequel sont écrites les lettres Filf. Ok, ça, c'était un événement que j'organisais avec des amis, où on mettait ensemble des designers de mode et des groupes de musique, et on leur faisait collaborer, et on faisait une sorte de défilé avec les vêtements du designer et la musique des groupes, et c'était vraiment chouette. Je le recommande. Et on n'a pas eu la chance d'avoir un pins du dog show parce qu'il faut savoir que Kelsey a organisé aussi un concours de dressing de chiens ou de défilé de chiens où le maître et le chien ou la maître et la chienne devaient être le plus incroyable avec le meilleur outfit. Et Jérémy ici présent a été juré dans le concours de chiens. Alors, est-ce que tu peux nous donner un souvenir? Ah ouais. Je sais plus pourquoi tu m'avais demandé, je crois, le jour même ou un truc comme ça. Du coup, c'était. En plus, je parlais pas bien anglais à cette époque-là. Mais il fallait que je juge des chiens. Il y avait 4 catégories, je crois. Il y avait Beachness. Oui, Biggest Bitch. Et après, c'était quoi les autres? Je me rappelle plus. Et en vrai, c'était génial. Les chiens, ils étaient ouf. Et en fait, à chaque fois, c'était un duo. Parce qu'il y avait le chien ou la chienne et son maître ou sa maîtresse. Du coup, c'était presque un combo. Ah oui, il y avait Double Ganger. Oui, genre s'ils avaient un peu le même style, ça collait. Oui. C'était un peu une blague pour moi, genre une blague personnelle, parce que je trouve ça ridicule quand les gens déguisent leur chien. Donc c'était un peu pour m'amuser, mais en même temps c'est mignon. Parce que
Ouais, c'était génial. Mais ça a commencé pendant FILF. C'était une blague que au début, j'étais genre, ok, on va faire une défilé de chiens avant les gros concerts, mais la salle était complète au moment de fetching à 4h20, 4h20. C'est tout. Est-ce que vous voulez encore accéder à une dernière histoire secrète? Qui veut piocher la dernière histoire secrète? Ultime histoire. Piocher le bonus. Je veux poser une question. Veux-tu poser une question? Tu peux pas vouloir, hein. Si tu veux, tu peux piocher un mot, mais tu peux poser une question. Si, C'est quoi un de tes plus beaux souvenirs dans un événement comme ça en Californie? J'ai une liste. Un événement comme ça, genre événement dans un lieu ou juste n'importe quel. Ah, bah je sais, un de mes premières rencontres avec le Fandina, c'était quand j'étais étudiante. Et j'étais devenue pote avec une fille, genre pure hippie, elle portait jamais des chaussures, elle avait des cheveux tout bouclés, je sais pas, elle était vraiment stylée, Hannah. Et elle faisait des sortes de show and tell, genre ou des talent, je perds le mot, où c'était un peu scène ouverte, en vrai. Mais c'était vraiment n'importe qui, c'était genre, elle rencontrait quelqu'un dans la rue, qui vivait dans la rue, il disait « Allez, viens, montre-nous, genre, viens à la fête ». C'était vraiment une scène super diverse. Et pour chaque événement, elle avait une sorte de panier avec des petits fanzines qu'elle préparait le jour même. Et je trouvais ça tellement génial qu'elle aimait ça. Et j'ai pas vraiment de souvenirs spécifiques de ces événements, mais je me souviens juste de la foule qui était des gens jeunes, des gens vieux, des enfants des fois. C'était juste hallucinant, c'était quand j'arrivais à Berkeley et c'était vraiment chouette. Et après, autre histoire, je me suis mariée avec mes colocs 2 fois, où on faisait des fêtes de mariage, où on mettait tous des robes de mariage, et on avait dit à nos voisins qu'on faisait un mariage chez nous, et ils nous avaient apporté un poulet rôti. Magnifique. En plus, pour toi qui préfères les concombres et le fromage. Oui, je mange même pas le poulet, mais le poulet a été. C'était un poulet de mariée. Oui. On peut prendre 2 questions. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de me poser une question? Ou est-ce que vous préférez lire le livre pour répondre à toutes vos questions? Une question? Moi j'ai une question, Sabine. Alors, ok. Ça va? Ouais. Cool. Vas-y, j'écoute. Non, c'était juste ça va. Ah oui, ça va, ouais, ça va. Ça va. Bah, c'est la fin, hein. Moi, j'ai une question. Quel est ton souvenir d'Angoulême? Donne-nous un souvenir d'Angoulême avant qu'on close cet entretien. Je me souviens que quelqu'un avait une poupée gonflable dans la serre de Lézy. Je sais pas, il y avait une sorte de fête où il y avait une poupée gonflable. Je sais pas, c'était bizarre. C'était comme ça. Ou on me baignait dans la Charente après les cours. On se mettait dans une culotte et on allait dans la Seine. La Seine d'Angoulême, la Charente. Et après, ça grattait parce que l'eau est polluée. Et on avait des boutons. Bah voilà, hein. Est-ce que vous voyez, c'est la fin de l'interview. Hein. Là, on va remballer. Si vous voulez poser une question, c'est maintenant. Sinon, c'est mon arrêt. Ah, une question. Vous, tu te grattais la tête? Non. Je sais pas trop comment le formuler, mais comment est-ce que c'est quoi si t'en as une, mais ton sentiment ou ta réflexion autour du fait qu'il y a je pense qu'on est un peu tous des normes sociétales et des attentes considérant quel mode de vie on devrait avoir, quel type de réussite a de la valeur, etc. Et toi, le chemin que tu as emprunté et que tu empruntes encore, et comment qui est un peu un chemin underground. Pas
qui a marché dans ma vie, c'était des coïncidences et de la chance, en vrai. Genre, toutes les rencontres, genre Veil, je l'ai rencontré en appelant chez lui. Il m'a dit, viens demain. Sabine, je t'ai rencontré dans le train et t'avais un t-shirt qui avait écrit rat dessus. Je me suis genre, t'es cool, je t'aime bien. Je sais pas, juste suivre des petits éclats qui te disent quelque chose, même si tu sais pas ce que c'est, tu peux suivre et passer un peu ce que dit Stéphane, de ne pas avoir peur d'exprimer tes opinions, même si j'ai du mal à m'exprimer, à parler des fois. C'est juste, oui, questionner des choses et lire beaucoup et regarder l'histoire de tout le monde qui a déjà fait des trucs bizarres quand des gens le jugé et ne pas avoir peur de sembler bizarre parce que c'est pas grave, les gens vont se souvenir de toi au moins au lieu de fondre dans le néant de la conformité. C'est ça. Voilà. Ne partez pas, parce que oui, voilà. Là, vous avez plusieurs choses à faire. Vous pouvez, si vous avez envie, aller voir la table du fanzine à l'extérieur et voir soit la collection Next Nouvelle ou les rééditions absolument exceptionnelles de Tournesol Transmission, Future Coincidence in the Wind, bien sûr, ce livre qui vient de sortir, et surtout le concert de Body Double. Il faut savoir que moi, c'est le premier concert que j'ai vu quand je suis arrivée à Auckland et j'ai gardé un souvenir impérissable et j'y suis hyper heureuse et honorée que vous ayez joué ce soir. Donc voilà, on remballe notre table et on vous attend tout à l'heure. Merci d'avoir suivi.